Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous parle là en léger différé, mais j'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire et longue vie à la FNH. Un grand merci à toi, Olivier, de m'avoir proposé d'intervenir sur ce congrès. Quand Olivier m'a proposé de venir avec vous pour ce congrès, je lui avais dit que j'étais assez incertain sur cette date et il m'avait proposé à ce moment-là de lui envoyer une petite vidéo. Donc c'est chose faite, puisque je crois que le thème lui tenait à cœur et à moi aussi du reste. On va parler ensemble de l'idée que l'hypnose serait un processus rituel, idée qui je trouve est assez éclairante pour encore mieux comprendre peut-être ce qu'on fait vraiment dans une séance d'hypnose, qu'on vient mobiliser dans une séance d'hypnose. Et cette idée, elle part d'une intuition, et je crois que c'est une intuition que beaucoup de personnes qui pratiquent l'hypnose au quotidien, qui font des séances d'hypnose, ressentent. C'est déjà parfois l'envie, voire même le besoin, de poser un cadre rituel dans l'accompagnement. Ça, c'est quelque chose qu'on avait notamment relevé à travers une petite enquête qu'on avait fait auprès de quelques centaines de personnes qui pratiquent. Et il y a quelques années, dans le cadre de l'Arche et du centre de recherche, on avait entamé tout un cycle d'exploration de la question mythico-rituelle. Donc tout un ensemble de cours qu'on avait donné après avoir collecté pas mal de données, après avoir rencontré pas mal de spécialistes aussi. On avait fait notamment intervenir Sylvia Mancini, spécialiste des religions comparées, ou encore David Dupuis, qui est à la fois psychologue et anthropologue, puis d'autres personnes aussi. Et je voulais les remercier, et notamment Cyril Champagne qui avait organisé tout ça, parce que ce que je vais vous proposer là et un morceau de synthèse de tout ce travail qui a été entamé il y a 6 ans maintenant et qui a considérablement influencé notre enseignement de l'hypnose avec quelquefois des intuitions que ça a venu préciser et puis quelquefois des nouvelles questions aussi que ça a posées. Donc je vais vous en partager une partie. À la base, il y a deux éléments qui viennent un petit peu ensemble. Il y a la question du mythe et la question du rituel, qui souvent en anthropologie sont un petit peu travaillés ensemble. Là, pour pouvoir rester assez précis, puis surtout que ça puisse tenir en 1 heure, je suis surtout parti sur la partie rituelle, qui me semble peut-être plus facile à synthétiser, en tout cas, même si on fera quelquefois des petits ponts avec la question des mythes et la mobilisation des mythes, parce que c'est au fond deux éléments qui quand même se combinent énormément dans l'approche qu'on peut avoir et dans la compréhension qu'on peut en avoir. Je vais partir de quelques hypothèses et puis on va essayer de les explorer ensemble à travers quelques grandes questions qu'on peut se poser dans la recherche sur la question des rituels. Ces hypothèses-là, c'est peut-être déjà que l'hypnose pourrait être vue, si on était un petit peu extrême dans cette pensée, comme étant un dispositif rituel à part entière. Bien sûr, c'est une idée dont on pourrait débattre, mais je vais prendre ça comme hypothèse pour en tout cas vous proposer la vision qui pourrait en découler. Ça va demander de définir un petit peu déjà ce qu'est un rituel. On va voir que c'est un mot qu'on utilise, je crois, tous, qui paraît simple, mais quand on essaie de vraiment le définir, eh bien, ça pose quand même quelques questions. Il y a notamment tout un courant de la psychologie qui s'est intéressé aux raisons pour lesquelles un rituel pourrait amener quelque chose, pour être intéressant et pour être performatif quelque part. Et puis, évidemment, on parlera pas mal aussi de la vision anthropologique, puisqu'on va remonter presque aux racines de la question des états de conscience en anthropologie avec cette question-là. L'autre hypothèse aussi, c'est qu'en comprenant mieux le fonctionnement des rituels et ce que la recherche a permis de mettre à jour sur la fonction des rituels, eh bien peut-être qu'on peut améliorer encore les dispositifs qu'on utilise quand on fait de l'hypnose. Et je pense, vous allez voir en parlant des rituels, que ça va assez naturellement venir valider des choses que vous faites déjà. Peut-être aussi interroger comment mettre encore plus en lumière certains fonctionnements qu'on peut déjà avoir, et peut-être aussi, je le souhaite en tout cas, étendre certaines visions et comprendre comment certains outils pourraient être aussi intégrés dans nos pratiques hypnotiques. Ça va nous amener aussi à nous poser des questions sur la question de l'induction, puisqu'on va voir que les anthropologues qui étudient les rituels ont un avis, en tout cas, sur ce qui modifie l'état de conscience dans le rituel. Et puis voilà, pour faire un petit plan de la conférence, donc on va essayer de définir ce qu'est un rituel, on va voir l'approche psychologique des rituels, on va voir l'approche anthropologique du rituel, et puis après on essaiera de voir quels sont les ingrédients des rituels avec le parallèle de ce que l'on peut mobiliser quand on utilise des outils hypnotiques et quand on réalise un accompagnement en hypnose. Et j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui va vous passionner autant que ça me passionne, puis que ça a passionné toute l'équipe qui a travaillé sur cette question-là. Déjà, la première chose, ce serait d'essayer de définir ce que c'est un rituel. Et là, il y a quand même pas mal de visions autour de ça qui se sont complétées avec le temps. Euh,
Je vais commencer avec. Il y a plusieurs auteurs et je vous donnerai pour ceux qui le souhaitent en tout cas la liste des auteurs, des références. Je te la ferai passer Olivier, comme ça s'il y a des personnes qui veulent creuser un petit peu ces références, ça donnera quelques pistes pour aller un petit peu plus loin. Mais je vais commencer avec William Robertson Smith, qui est un anthropologue anglais qui a beaucoup étudié les mythes et pour qui les rituels sont une mise en application des mythes quelque part. En gros, les rituels donnent vie aux mythes. Il y a d'abord un mythe, une histoire qui va être fondatrice dans une culture, dans une société. Et ensuite, le rituel va permettre de vivre les étapes par lesquelles les mythes sont censés nous faire passer. Donc en fait, les rituels viennent donner du sens aux mythes et les mythes sont activés par les rituels. Et pour cet anthropologue, il y a vraiment cette idée que un rituel, il n'est pas censé être juste une expérience. C'est quelque chose qui va avoir une action sur le monde, sur un individu dans son rapport au monde, un individu dans son rapport aux autres, évidemment, et un individu dans son rapport à lui-même, ce qui nous intéresse particulièrement, évidemment, dans l'accompagnement. Il y a beaucoup de personnes donc, qui se sont focalisées sur la question du mythico-religieux, et avec cette vision que, je la caricature à peine, mais on pourrait dire que dans notre société moderne, occidentale, le grand mythe, c'est la science. Et que dans les sociétés dites primitives, même si ce mot il pourrait être très fortement discuté, eh bien, les mythes sont simplement de nature différente, mais peut-être qu'ils véhiculent exactement les mêmes éléments de construction. Et je vous prendrai un exemple à la fin, vous allez voir, qui est assez intéressant, parce qu'on pourrait comparer une approche, un rituel moderne et un rituel ancien, en voyant que la plupart du temps, ils utilisent à peu près les mêmes systèmes, comme une sorte de code source qui reviendrait. Il y a plusieurs formes de rituels et plusieurs éléments qui reviennent quasiment tout le temps dans le rituel. Au niveau des éléments, on va dire qu'il y en a quatre. Le premier, c'est un lieu consacré. Il y a d'abord un endroit qui délimite l'espace rituel. Et je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, ça nous fait penser à notre cabinet, mais en fait, quand on étudie les rituels, on s'aperçoit que tout peut devenir un espace rituel du moment qu'on le délimite et du moment qu'on l'investit de quelque chose. Au théâtre, par exemple, on dit qu'il suffit de quelques planches de bois, c'est la vision de Peter Brook pour faire un espace rituel, un espace scénique à partir duquel, au moment où on va poser un pied sur cette scène, il va se passer quelque chose. Et bah, de la même façon pour le rituel, si l'espace est consacré par une intention particulière, par une manière d'y entrer, par une manière d'en sortir, par une manière de le délimiter, et tout ce qui est à l'intérieur de cet espace rituel, évidemment, va prendre un sens différent, va avoir une fonction symbolique. Dans cet espace-là, on ne vit pas la même chose que dans un espace extérieur. Évidemment, dans pas mal de traditions, eh bien, cet espace rituel, on l'habille de quelque chose, on l'habille de symbole pour qu'il puisse vraiment être investi de cette fonction-là. On trouve des endroits où on dessine simplement un rond sur le sol avec du sable, par exemple, ou avec de la craie. Et puis d'autres endroits, on va construire des bâtiments, des temples ou des cathédrales. Et quelque part, c'est pas forcément la beauté du lieu ou sa majesté qui va faire le rituel. C'est vraiment qu'est-ce que je projette au moment où j'y rentre. Il y a ensuite la deuxième chose, donc le premier c'est le lieu, la deuxième chose ce sont les actes à accomplir. Il y a des règles en fait dans tout rituel. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses qu'on ne fait pas dans l'espace rituel. On va peut-être parler moins fort par exemple, on va se positionner d'une certaine façon, on va avancer par des étapes. Très souvent ces étapes sont fixes et précises, il y a quelque chose de presque obsessionnel dans la manière dont le rituel doit se passer, dont il doit se réaliser. Et cette codification, on verra tout à l'heure qu'elle semble avoir une efficacité assez importante et faire partie en tout cas de ce qui rend les rituels intéressants et pertinents. Troisième chose, c'est qu'il y a des instruments rituels, des objets. Ces objets peuvent être de plein de natures différentes, mais même si ce sont des objets parfois de la vie courante, quand ils sont utilisés dans l'espace rituel, eh bien, ils sont vraiment mis comme étant à part. Par exemple, un instrument de musique utilisé dans l'espace rituel, comme le tambour, si je l'utilise en dehors de cet espace-là, il faut le consacrer pour qu'il puisse être utilisé à cet endroit-là. Voire même souvent, j'utilise un tambour spécial qui autrement est entreposé dans un endroit où il n'a pas d'utilité et je ne le sors qu'au moment du rituel. Ça peut être un bâton de parole, ça peut être un vêtement. Il y a pas mal de vêtements rituels, évidemment. Et on pense à la blouse du médecin, évidemment, de notre côté. À quel moment l'enfiler est un élément rituel, tout comme la parure que le chaman va poser. Et à partir du moment où il pose la parure, eh bien, il n'est plus un être ordinaire. Vous savez, contrairement à la croyance qu'on pourrait avoir en tant qu'occidentaux, les chamans sont vraiment chamans à plein temps. Ils sont chamans à temps très partiel. Parce qu'évidemment, bah, on n'en vit pas forcément normalement d'être chaman. En tout cas, on n'en vivait pas avant que des Européens apportent pas mal de manne financière là-bas. Du reste, c'était aussi quelque chose qui était en train de disparaître dans pas mal d'endroits avant que on le ravive, nous, avec notre culture.
Mais un chaman était chaman parfois 2 fois par mois, par exemple. Et donc, c'est quelqu'un que les gens côtoient au champ, que les gens côtoient dans les activités traditionnelles du village. Et par contre, il faut le délimiter, ce personnage-là, pour qu'il soit investi du rôle de chaman. Et c'est souvent l'habit rituel qui va avoir cet effet-là. Dans d'autres traditions encore, n'importe qui peut prendre la parure qui va l'amener à vivre un rituel. On pense au rituel de possession, par exemple, dans certaines traditions. N'importe quel membre du village peut devenir l'être possédé qui va être véhicule de quelque chose, comme pouvoir prendre un pouvoir prophétique ou un pouvoir de guérison. Et c'est quand il met l'habit ou le masque qu'il va prendre ce pouvoir-là. Donc il y a des objets particuliers qui ont un but particulier et qui sont des objets qui ont un pouvoir particulier aussi. Et tout le monde connaît le pouvoir et le but de ces objets, évidemment, et c'est sans doute ce regard collectif qui fait que la personne qui investit de ce pouvoir va pouvoir en user. Donc on a un lieu, des actes et des objets. Et puis évidemment, on va avoir une histoire. Il y a un scénario qui va pouvoir être conduit avec des étapes, avec un déroulé. Il y a une chronologie en tout cas. On revient à cette idée que ça fait vivre un mythe souvent. Et donc, chacun en passant par ces étapes, c'est exactement ce qu'il doit vivre dans le rituel. Ça, on va dire que ce sont les éléments minimaux d'un rituel. Il y a notamment Pascal Boyer qui a écrit un livre assez passionnant sur la question des grands outils rituels, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur ça. Euh, et puis ensuite, on va dire qu'il y a 4 grandes formes de rituels. Et les 4 formes de rituels peuvent nous intéresser, nous, dans notre travail. Il n'y a pas d'ordre, hein, mais je vais commencer par peut-être ce qu'on connaît le mieux, je pense, quoique, à vous de voir, mais je pense aux rituels périodiques. C'est peut-être, quand je dis ce qu'on connaît le mieux, parce que je crois que dans notre société, on les a un peu conservés, de manière parfois, voilà, très raccourcie, de manière très simplifiée. C'est le passage d'une année à une autre, c'est un anniversaire. Pour nos grands-parents encore, je pense, c'était le passage des saisons, en tout cas pour les générations précédentes. Ces rituels ces rituels qui marquent des époques, qui marquent des dates, sont aussi les rituels qui qui reviennent régulièrement. Et donc, c'est la fête annuelle, c'est le carnaval, par exemple, qui va revenir à chaque fois et qui va être un moment dans l'année, un moment particulier dans l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que ces moments particuliers dans l'année permettent aussi de mesurer les changements. On va pouvoir s'apercevoir que le temps passe grâce à ces rituels-là. Ils avaient évidemment ces rituels périodiques une fonction comme ça de régulation de la société. On sait que telle chose est permise à tel moment et les moins à d'autres moments. Ils servaient de soupape. Je parlais du carnaval, par exemple, qui peut avoir ce rôle-là. Et on pourrait se demander, est-ce que nous, dans notre travail, quand on accompagne des personnes, on pourrait s'inscrire dans un rituel périodique? Normalement, on accompagne les gens sur un petit laps de temps, mais en même temps, il y a aussi des personnes qui vont régulièrement se dire que c'est le moment pour elles d'envisager quelque chose, de penser les choses différemment, de refaire une quête d'introspection. En tout cas, on va s'apercevoir que dans pas mal de sociétés, c'est un processus régulateur qui est assez important et qui est permis à différentes époques ou quelquefois à date fixe. Par exemple, des rituels de nettoyage interne en fin d'année sont des choses qu'on va trouver assez souvent et dans pas mal de traditions. Ensuite, il y a les rituels d'intercession. Et ceux-là, je pense qu'on les a un peu laissés de côté dans notre société, quoique pas complètement. Les rituels d'intercession consistent à demander de l'aide, donc à une entité extérieure. Cette entité extérieure, on va lui prêter un pouvoir, par exemple un pouvoir de guérison, et je vais prier, invoquer cette entité pour qu'elle vienne, par exemple, soulager la douleur d'un proche, pour qu'elle vienne me permettre une récolte abondante au moment des récoltes, pour qu'elle permette à la pluie d'advenir si le temps est trop sec. Donc, rituel d'intercession. Et on pourrait se demander si les rituels de pensée magique ou de loi d'attraction, par exemple, qui sont revenus un petit peu à la mode il y a 150 ans et qui sont revenus à la mode il y a 20 ans, c'est périodique aussi, ne sont pas des manières un peu déguisées d'envisager des rituels d'intercession. Je demande à l'univers de l'abondance, par exemple. Vous savez que c'est des choses qui sont un peu à la mode avec tous les problèmes qui peuvent en découler et qu'on a souvent en cabinet. Mais en même temps, on s'aperçoit quand on regarde du côté de l'anthropologie que ces rituels-là ont une vraie fonction et sont importants, et que même si quelquefois ils peuvent paraître un petit peu naïfs dans certains cas, ils semblent apporter quelque chose et soulager quelque chose. On y reviendra après sur les apports psychologiques justement du rituel. Ensuite, il y a une catégorie qu'on appelle les rituels individuels. Ce sont des rituels que chacun peut créer, qui sont quelquefois très personnels. Une manière, par exemple, qu'une personne peut avoir de prier, par exemple. Nous, on pourrait y voir des ancrages, d'une certaine façon. C'est presque de la coutume à cet endroit-là. J'ai coutume de faire ça dans tel ordre. J'ai coutume de faire ça avant de dormir ou au réveil.
Et ça peut être des choses très simples, mais on verra aussi dans les fonctions justement psychologiques du rituel que ces rituels-là sont assez importants et que dans une société comme la nôtre qui a un peu perdu cette idée des rituels, et même si on voit que ça revient depuis quelques années, il y a plein de livres. On avait regardé ça il y a 2, 3 ans, il faut regarder ce qu'il en est maintenant, mais il y a un retour justement de l'écriture sur la question du rituel assez important depuis 5 à 10 ans à peu près. En tout cas, c'est ce qu'on remarque même au niveau de l'édition. Enfin, dernier grand type de rituel, et peut-être celui qui nous intéresse le plus, en tout cas le plus spontanément, c'est ce qu'on appelle les rituels de passage. Et là, il y a un auteur que je vous invite vraiment, si vous vous intéressez à ça, à lire, c'est Van Gennep, qui a écrit, je crois, un livre qui s'appelle tout simplement Les rituels de passage, ou les rites de passage plutôt. Euh, et ces rites de passage, eh bien, ceux-là aussi, on les connaît parce que, alors je parlais de l'anniversaire tout à l'heure, c'est à la fois un rite périodique et un rite de passage, mais par rite de passage, on entendrait souvent une grande étape de vie, passage à l'âge adulte, par exemple. Et là, Van Gennep va comparer plein de rituels de passage. Il va remarquer qu'il y a quelques grands éléments qui reviennent sur les rituels de passage. On part d'un état d'union, on va vers un état de séparation, puis de mise en marge et de réagrégation. C'est vraiment les étapes qu'il va remarquer. Donc, par exemple, rituel de passage à l'âge adulte chez les Spartiates, par exemple en Grèce antique, eh bien, on fait partie de la cité, chose très importante à cette époque-là. Séparation, l'enfant qui doit devenir adulte, on va le mettre hors de la cité pour qu'il vive une quête de survie en milieu un peu hostile. Donc il va être mis en marge et quand il sera prêt, il va revenir pour être réintégré, mais à un autre stade de ce qu'il est, donc avec un autre rôle social. Et c'est vraiment intéressant cette idée du rituel de passage parce que on pourrait considérer que tout accompagnement en hypnose, c'était une des théories d'Erickson, en tout cas je pense que vous êtes nombreux à connaître le livre de Jay Haley, Un thérapeute hors du commun, où il va vraiment envisager Erickson comme un passeur d'étapes de vie. Eh bien, c'est vraiment une fonction qui est centrale dans énormément de cultures. Certaines personnes sont ces passeurs qui viennent euh, mettre en place les rituels de passage d'étapes de vie, savoir à quel moment, donc par exemple, l'enfant doit accomplir son rituel de passage, et c'est lui aussi qui va souvent reconnaître quand le rituel sera accompli. Donc on a énormément de rites de transition, des rites de transition de fonction sociale à différentes étapes de la vie. Et nous, on pourrait penser justement, bah, par exemple, le passage à la retraite, à quel moment et de quelle façon il peut être ritualisé pour que dans cette étape de séparation puis de réagrégation, il puisse y avoir une digestion de l'étape qu'une personne traverse. On y reviendra après, mais dans les rituels de passage, il y a souvent cette idée de faire appel à un agent surnaturel. Je vous laisse de côté pour l'instant. Ça fait un petit teasing pour la suite de la conférence parce que ça va être un élément central par la suite. Euh, Autre chose qui est intéressante chez Van Gennep, c'est qu'il va distinguer deux familles de rituels de passage. Et ça aussi, ça nous parle beaucoup en hypnose. Ceux où on fait appel au volontaire et ceux où on fait appel à l'involontaire. Avec même un certain nombre de rites qui ont une part des deux. Le volontaire, c'est quelque chose que je dois accomplir en conscience. Et l'involontaire, c'est quelque chose qui se fait en moi sans que j'ai besoin de le désirer. C'est un acte magique, quelque part. Et on peut évidemment penser à nos phénomènes hypnotiques qui vont quelquefois amener de l'involontaire. Et ce que lui et d'autres anthropologues vont remarquer, c'est qu'en fait, ce moment où il y a de l'involontaire, c'est le moment où les gens attribuent des sens nouveaux à quelque chose. Il y a un signe, par exemple, qui s'est produit. C'est pas moi qui l'ai créé. Donc, par exemple, ma main qui se lèverait toute seule, hein, si on prenait de l'expérience hypnotique. Eh bien, ça vient valider le fait que le rituel est terminé, souvent, cet acte involontaire. Et dans pas mal de traditions, donc on retrouve cette idée qu'il doit y avoir de la place à l'involontaire. C'est aussi évidemment ce qu'on va remarquer dans les traditions qui vont chercher des quêtes de vision. Il y a un moment où une vision va descendre. On a ça depuis le temple d'Apollon, le temple de Delphes, et on a ça évidemment avec les psychotropes dans les traditions amérindiennes. On a ça aussi avec les diètes, par exemple, qui vont être faites. Il y a beaucoup de traditions, en tout cas, où il doit y avoir quelque chose d'involontaire. Et évidemment, pour qu'il y ait quelque chose d'involontaire, il y a un moment où il y a modification de l'état de conscience. Sinon, cet involontaire n'aura pas la place pour venir. Donc, il y a d'une manière ou d'une autre des procédés qui vont modifier l'état de conscience. On arrive à une deuxième grande partie, la question de l'efficacité des rituels. Et ça, c'est passionnant parce que ça a été étudié de deux regards différents. Le regard des psychologues, on va peut-être commencer par eux, et ensuite le regard des anthropologues. Et on va voir qu'ils ne sont pas tout à fait posés les mêmes questions. Euh, Les pas mal de psychologues et surtout, c'est assez récent hein, cette question des rituels en psychologie. En tout cas, il y a beaucoup d'articles passionnants qui sont plutôt récents. Je pense à Nicholas Hobson qui a publié un article qui est passionnant en 2017. Je vous passerai aussi la référence, qui va synthétiser un petit peu tous les endroits où un rituel semble être important et efficace, et les deux vont ensemble.
pour une personne ou pour une personne dans la société. Donc, ce sont des hypothèses d'efficacité. Et vous allez voir que là aussi, on a vraiment l'impression qu'en fait, ça nous parle de ce qu'on fait en hypnose. Première hypothèse d'efficacité du rituel, bah, ça satisfait un besoin, un besoin qui est assez premier, c'est un besoin d'ordre. En fait, le rituel, par son côté spécifique, on l'a vu, par son côté répétitif, parce qu'il revient à période régulière ou parce que je sais depuis des années que je vais vivre ce rituel quand je vais changer d'étape de vie, eh bien, il vient ordonner quelque chose dans la vie. On sait que ce besoin d'ordre, enfin que cette sensation de quelque chose qui est ordonné, ça va baisser l'anxiété. Il y a un comportement qui a été observé, c'est que quand des individus ont une anxiété qui augmente, ils vont avoir tendance à naturellement aller chercher du rituel. Et quand il y a du rituel qui arrive dans la vie de quelqu'un, son niveau d'anxiété diminue. On a vraiment ces deux jauges qui viennent se retrouver. Il faut augmenter le nombre de rituels ou la présence du rituel pour baisser l'anxiété. En tout cas, ça fonctionne très très bien. Et c'est sans doute cette satisfaction de quelque chose d'ordonné qui vient diminuer l'anxiété. Ça va aussi, et ça c'est différent, provoquer parfois de la distraction. On va sortir la personne d'un certain mode de pensée parce qu'elle a quelque chose à accomplir. Donc on vient créer une parenthèse dans sa vie. Et je pense qu'on a tous remarqué en cabinet, surtout quand on travaille comme ça sur un certain nombre de séances avec quelqu'un, qu'en fait le travail d'accompagnement ouvre une parenthèse dans la vie de la personne où elle a le droit de penser différemment, de considérer les choses différemment. C'est un espace qui est différent de sa vie et qui va la sortir de son attention habituelle. Et je pense qu'on a tous remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait de cet ordre-là dans l'accompagnement. Alors ça va être le besoin d'ordre, mais ça va aussi créer une sensation de contrôle. Et ça, c'est assez intéressant parce que on a remarqué que devant une des grandes contraintes existentielles, qui est l'imprévisibilité de la vie, et on sait que c'est un des grands facteurs d'insécurité aussi. La vie est profondément imprévisible et chaotique. Et il y a beaucoup d'individus pour qui c'est complexe à gérer. Et ils vont alors, du coup, se réfugier souvent vers de la croyance, vers quelque chose qui va ritualiser aussi, parce que ça donne l'impression d'avoir une manière de saisir le monde. Je vais croire à un moment donné que par mon action rituelle, je reprends de l'impact sur le monde. Je vais, par exemple, refaire ce geste tous les jours. Je vais accomplir ce rituel tous les jours, rituel de gratitude que je vais faire tous les matins si je suis en Indonésie, par exemple. Et bien, ce rituel-là, il me donne l'impression d'avoir une certaine maîtrise. Ça rejoint aussi l'intercession dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'en faisant quelque chose, je peux en avoir un bénéfice. Si je vais vouer un culte aux dieux régulièrement, eh bien, ils vont peut-être me laisser tranquille et me laisser vieillir en paix. Donc j'ai l'impression de retrouver un pouvoir sur une vie imprévisible. Il va y avoir une attribution de sens et de signification au rituel, et c'est ça aussi qui va faire baisser l'anxiété. On va avoir un effet de focalisation. Alors, je parlais de distraction tout à l'heure. On va noter aussi une saturation de la mémoire de travail, parce que le rituel nous fait accomplir quelque chose qui sature un petit peu notre espace. Et en fait, on va aussi s'apercevoir en accomplissant quelque chose, on va activer le mécanisme de la récompense. Donc, on a aussi une sensation de bien-être assez forte, et ça se passe à un niveau hormonal qui va donner à l'impression à la personne qu'évidemment le rituel lui fait du bien. Ce qui est intéressant, c'est que tout rituel peut faire du bien. Et cette activation du système de la récompense, a priori, fonctionne aussi bien avec un rituel simple qu'avec un rituel complexe. C'est vraiment l'action rituelle qui semble être le facteur premier. Euh, Beaucoup de rituels ont des mécanismes répétitifs. Et ça aussi, c'est un côté rassurant. On en parlera tout à l'heure qu'est-ce qu'on pourrait prendre des rituels dans les séances d'hypnose. On va voir qu'il y a déjà des gens qui ont eu cette idée de créer des choses très, très répétitives. Donc, ça va donner un renforcement du sentiment de maîtrise du rituel. La simplicité aussi, de la répétition, va amener la personne dans quelque chose qui, en l'accomplissant, phénomène qu'on voit nous aussi en hypnose, va modifier un peu l'état de conscience. J'accomplis quelque chose qui me demande plus tant d'attention que ça devient mécanique, ça devient, et là on pense à tous nos mécanismes d'induction par répétition, avec quelque chose qui vient vraiment distraire quelque part le mental. Et, euh, et ces répétitions, elles ont apparemment aussi une fonction et augmentent l'efficacité du rituel. Il y a aussi un mécanisme collectif du rituel, et ça pose une grosse question parce que je crois que nous, dans notre société aujourd'hui, même si ça existe, les thérapies de groupe sont parfois vues comme étant des choses moins efficaces ou moins importantes. Je discutais il y a pas très longtemps avec une amie psychiatre qui me disait que la thérapie de groupe, par exemple, dans la psychiatrie, était quelque chose qui n'était pas forcément toujours bien vu et même pas toujours accepté. C'est-à-dire qu'un psychiatre qui fait beaucoup de thérapie de groupe, ben, il n'a pas forcément même la liberté d'en faire autant qu'il le souhaite. Pourtant, ça semble être quelque chose qui est assez important, notamment parce que ça crée évidemment du partage, de la régulation émotionnelle
par mimétisme. Ça va aussi renforcer l'idée de cohésion, de faire partie de quelque chose. Ça va redonner du sens aussi, de partager un rituel. Ça va créer des effets de synchronisation qui vont augmenter la motivation et l'implication. On s'aperçoit aussi que dans les sociétés où il y a des rituels collectifs, le sentiment de loyauté, de fiabilité, d'unité et d'intégration sont des choses qui sont plus hautes que la moyenne. Voilà, dans les éléments aussi, celui-là j'ai mis un petit peu à part parce que je le trouve questionnant. Euh, il semblerait, d'après ces personnes qui s'intéressent aux fonctions psychologiques du rituel, que l'acte d'accomplir des rituels augmente la suggestibilité. Et vous savez, souvent on a cette question en hypnose, est-ce que l'hypnose augmente la suggestibilité? Ben, il semblerait que non, un débat qui est quasiment tranché au niveau de la recherche, même si je sais que certaines personnes sont encore en questionnement sur ça, mais c'est vrai que la recherche semble assez unanime sur cette question-là, on est proche du consensus en tout cas. Euh, et même ceux qui considèrent qu'il y a peut-être un impact voient bien qu'il n'est pas très très important. Et pourtant, quelquefois, on sent bien qu'il y a des éléments qui viennent favoriser la suggestibilité. Peut-être qu'on pourrait aller de ce côté-là. Est-ce que la répétition d'un rituel augmente la suggestibilité? En tout cas, c'est une hypothèse qui a été faite par des personnes qui ont étudié ça. Moi, j'ai pas beaucoup creusé cette question. Ça méritait de la creuser un petit peu pour essayer de voir quelles études ont été faites là-dessus et voir si c'est pas peut-être là qu'on a aussi un élément qu'on utilise parfois un peu par hasard en hypnose. En tout cas, pas toujours de manière consciente en hypnose. Donc ça, c'est les éléments qui semblent donner l'efficacité du rituel du côté de la psychologie. Du côté des anthropologues, les questions se posent un peu différemment. Et je vous évoquais tout à l'heure Sylvia Mancini, qui est une personne qui est vraiment passionnante. Et pour ceux qui le souhaitent, elle a donné une conférence à l'Arche il y a quelques années, qui est encore sur notre chaîne YouTube en accès libre. Donc je vous invite à regarder son travail. Elle est avant tout constructiviste. Et comme tous les constructivistes, elle se pose une question. C'est non pas en fait pourquoi on fait des rituels, ni même comment ça marche, mais pourquoi c'est efficace et surtout comment ça s'organise un rituel. Elle va mettre en avant plusieurs éléments et là, on va rentrer dans quelque chose qui est vraiment le cœur de notre métier. Première chose qu'elle remarque, et là, elle n'est pas la seule, il y a beaucoup d'anthropologues qui vont qualifier de modification de l'état de conscience l'acte rituel. Comme vous le savez, ça vient d'un anthropologue, hein, la qualification d'état modifié de conscience, plutôt état altéré de conscience, si on prend la domination c'est Arnold Ludwig qui avait créé cette domination, je crois, dans les années 60, début des années 60. Donc c'est vraiment un mot qui nous vient de l'anthropologie. Et avant même que cette terminologie soit proposée, Ludwig, c'est quelqu'un qui travaillait sur les rituels de possession, notamment, mais qui avait aussi un regard très aigu sur les maladies psychiatriques et qui a remarqué qu'il y avait des éléments qui revenaient notamment dans ces cas-là. Et en fait, dans l'anthropologie, la question des états de conscience, elle date même d'avant ça, puisque dès les années 40, il y a pas mal de chercheurs qui vont remarquer que l'action rituelle semble créer un état particulier de la conscience. Euh, et cette action rituelle, nous, on pourrait la considérer comme un inducteur quelque part, avec un mot qui est un peu plus le nôtre. Qu'est-ce qui va créer ça? D'après les anthropologues, c'est l'idée de faire comme si je vais jouer, un peu comme un acteur finalement, finirait par s'investir tellement dans son rôle qu'il va y croire et le vivre. Eh bien, pour eux, c'est ça qui fait l'action de modification d'état de conscience. On peut imaginer dans les rituels de possession notamment, quand une personne va devenir la personne qui, habitée par un esprit, va faire des prédictions au groupe dans certaines cultures, eh bien, cette personne va vraiment vivre la transe parce que elle va y croire quelque part, elle va le vivre avec authenticité, mais d'abord souvent par des procédés d'imitation. Je vais prendre une anecdote à ce stade-là. Si on reprend notre histoire de l'hypnose au sens large, je pense à Mesmer. Vous savez que Mesmer avait étudié le travail de Joseph Gassner, de Johann Gassner plutôt, qui était un, un exorciste, un prêtre exorciste, à peu près contemporain qui guérissait donc avec quelque chose qui était tout à fait normal à l'époque, puisque à cette époque-là, il était commun de penser que quand il y avait un problème, une problématique que nous on appellerait psychologique aujourd'hui, eh bien, ça venait non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. On était bien avant l'idée d'une psyché, d'un inconscient, d'une psychothérapie, etc. Et donc, évidemment, ben, qui on allait voir quand on n'allait pas bien? Un prêtre, et souvent on allait enlever le mal. C'est pas que dans notre culture, hein, c'est quelque chose qui est presque universel. On pense à la purge chez les Amérindiens, par exemple, et on pourrait prendre d'autres exemples de ce type-là. Donc, Gassner, il venait enlever le mal des gens, enlever des démons. Ça pourrait marcher aussi avec un ancêtre qui venait gêner un petit peu. Euh, Mesmer avait appris avec ça. Après, avait appris sur ces idées-là. Même si lui s'est dit, bon, moi je crois pas trop aux esprits, grosso modo, ça doit être sans doute une question de magnétisme, on connaît un petit peu l'histoire.
Mais ce qu'on sait moins avec Mesmer, c'est que quand il allait dans une ville où les gens ne connaissaient pas son travail, eh bien, on n'avait pas exactement les mêmes expériences, les mêmes vécus, notamment les convulsions, les yeux révulsés, les arcs physiques, enfin, vous savez, quand le corps est arqué comme ça. Tous ces états-là, en fait, venaient avant tout quand les personnes avaient vu cette expérience. Et on pourrait faire le parallèle avec les rituels, où quand on est dans une culture où depuis tout petit, on voit des personnes, au moment où elles vivent le rituel, être investies de quelque chose, eh bien c'est comme si notre cerveau prédictif avait assimilé l'idée que si un jour on devait le vivre, on pourrait le vivre aussi. Et de manière plus moderne, on pense au Mesmer d'aujourd'hui qui va présenter quelquefois avant ses shows des vidéos de personnes qui rentrent en transe pour qu'on intègre bien avec notre cerveau prédictif comment on doit rentrer en transe et qu'est-ce qu'on doit vivre et qu'est-ce qu'on doit faire quand on rentre en transe. Donc il y a une sorte de conditionnement à vivre les choses d'une certaine façon et on peut le rapprocher du faire comme si que relève Sylvia Mancini et ses collègues. Donc le rituel permet de passer d'un état à l'autre. On a vraiment un état de conscience modifié. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la même nature d'induction que celle que nous, on pourrait utiliser, même si justement, ça serait intéressant parfois de prendre cette idée-là pour rénover notre manière de prendre l'induction. Nous, c'est une des choses qu'on a commencé à faire depuis quelques années. Et je trouve que c'est une réflexion, en tout cas, qui est passionnante. Bien entendu, ça va mobiliser de la croyance. Le rituel, il va être vu comme un objet qui va mettre en mouvement quelque chose. Et ce que relève Sylvia Mancini, c'est qu'en général, ça va soit amener quelqu'un à se connecter à des capacités latentes, mais habituellement inaccessibles, ou quelquefois mobiliser des capacités externes à la personne. Et c'est là qu'on va arriver à un point, moi, qui m'intéresse tout particulièrement, qui est nommé par les anthropologues mobilisation d'agents surnaturels. Et on peut se demander, mais c'est quoi la mobilisation d'agents surnaturels? Si je repense à Gassner, eh bien, ce sont des démons. Si je pense à Mesmer, c'est du fluide magnétique. Et nous, on le sait, l'hypnose est passée par une longue série d'erreurs, en général inspirées à peu près par la même chose, c'est-à-dire des croyances d'une époque. Et ces croyances d'une époque, elles viennent être utilisées par un hypnotiste qui va les mobiliser. Donc évidemment, à l'époque de Mesmer, qui est l'époque de Benjamin Franklin, etc., le magnétisme. Et aujourd'hui, on a à peu près la même chose avec la, le quantique, par exemple, qui vient être un petit peu à la mode, qui en général est un quantique qui n'est pas forcément celui des physiciens évidemment, euh, mais qui semble faire partie de la croyance populaire aujourd'hui. C'est la technicité d'aujourd'hui, c'est le quantique, comme ça a été le magnétisme, comme ça a été les esprits. Et évidemment, bah, l'agent surnaturel, il faut qu'il corresponde aux croyances du moment. Euh, Nous-mêmes, on fait apparaître un agent surnaturel. Simplement, il nous est tellement commun que quelquefois on ne le perçoit pas de cette façon-là. Mais pour les anthropologues, quand nous parlons d'inconscient, quand nous parlons de partie inconsciente, de partie profonde, ou quel que soit le mot qu'on donne derrière, eh bien, on fait exactement la même chose que quand Gassner faisait appel aux esprits, parce que finalement, est-ce que c'est quantifiable ce qu'on fait intervenir? Non. Est-ce que par contre ça a une action? Oui, ça peut faire lever une main par exemple, ou paralyser un bras, ou quelque chose comme ça, enlever une douleur et autres. Et finalement, quand on compare ce que Gassner dans son diarium consignait comme cas, eh bien, ils sont très facilement juxtaposables avec les cas que nous on peut avoir aujourd'hui, si ce n'est que nos croyances mobilisées ne sont pas vraiment les mêmes. Euh, Cette question d'agent surnaturel, elle est intéressante. Elle pose une autre question, c'est que dans la plupart des traditions et dans la plupart des rituels, c'est pas un problème d'utiliser des artifices. Et ça, nous, c'est peut-être une question que ça nous pose parce qu'on a un regard différent en tant qu'occidentaux. Si euh, Nous aujourd'hui, je crois qu'on va se poser une question éthique si on fait ça, si je fais pas un artifice. Mais nous, on a une fonction qui s'est créée avec le temps, qui est la fonction des magiciens. Les magiciens qu'on sait être des experts de l'illusion, de l'illusionnisme, et ils nous ont appris, ces magiciens, à douter des expériences quand elles étaient un peu surnaturelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais voir un spectacle de magie et puis que le magicien coupe son assistante en deux sur une table, eh bien, je ne doute pas un instant que c'est une illusion. Je me pose pas vraiment cette question-là. Mais ça nous a éduqués à remettre en cause des éléments qui quelquefois sont un petit peu questionnants, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans plein d'autres cultures, où en général les chamans, sorciers et autres ne se gênent pas du tout pour employer des artifices qui vont créer de la croyance. Donc évidemment, on pourrait prendre quelques exemples, hein. C'est les guérisseurs philippins qui vont, comme les magiciens, empalmer des petits morceaux d'os de poulet ou autres pour faire semblant qu'ils vont les retirer du ventre des personnes. Si vous n'avez jamais vu
à quoi ressemblent les guérisons par les guérisseurs philippins. Je vous invite vraiment à regarder ça, c'est très très intéressant. Il y a quelques vidéos qui le montrent bien, et même j'ai eu la chance d'assister à une séance comme celle-là. Alors quand on connaît un peu la magie, on voit bien les trucages qui sont utilisés, mais la mise en scène est tellement forte que quand on vit l'expérience, on est sans doute incapable de voir ces artifices-là. C'est quand même des bons magiciens quelque part. Et en même temps, on pourrait se demander, mais que fait le sorcier, le guérisseur, quand il mobilise comme ça un tour de magie? Eh bien, on s'aperçoit que pour eux, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème du tout de faire quelque chose qui est faux pour créer du vrai. On pourrait penser au tarologue, un des plus connus d'entre eux, Jodorowsky, qui parlait de tricherie sacrée quand il forçait une carte, par exemple. Je dis une phrase importante, et puis évidemment, je fais en sorte que la personne tire la carte qui semble exactement en phase avec cette phrase-là. Et bien évidemment, ce petit tour de magie est un coup de pouce du destin qui n'est pas un problème puisque c'est de la tricherie sacrée. Petite anecdote, il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'ai eu la chance de visiter le musée Vaudou à Strasbourg. Et si vous passez par Strasbourg, je vous invite vraiment à aller visiter ce musée qui est passionnant. Le conservateur du musée propose même une visite à la lampe torche le soir, qui est assez belle. Et on passe par cette culture vaudou qui, je crois, est assez mal connue en France. Et c'est pas du tout des poupées dans lesquelles on met des picots, mais une tradition qui est vraiment passionnante dans leur manière de penser les ancêtres, dans leur manière de penser les rituels. Et au dernier étage de ce musée, il y a les masques vaudous. Je crois pas que c'est quelque chose qui est très connu. Ce sont des très beaux masques, qui sont beaucoup plus que des masques. En fait, ce sont vraiment des parures qui souvent descendent jusqu'aux pieds. Et ce qui va se passer dans ces rituels-là, c'est qu'une personne, quand elle va porter ce masque, elle prend une fonction sacrée. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, mobilisation d'agents surnaturels. L'esprit descend dans cette personne et lui donne par exemple une fonction de guérison. Mais il convient quand même pour celui qui pilote le masque de faire un acte magique quand même, pour montrer que ça y est, il a acquis le pouvoir que lui donne la parure. Et dans certains de ces masques, il y a des doubles fonds. Et donc j'avais interrogé le conservateur pour dire mais pourquoi des doubles fonds? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec des doubles fonds? Eh bien en fait ils allaient cacher de la nourriture. Donc le truc par exemple c'est que quelqu'un attrapait un poulet, le donnait à la personne qui avait le masque, et par un petit tour de magie, il sortait un poulet rôti de sous le double fond. Et évidemment, bah là, il donne de la nourriture. En plus, acte magique, en un instant, le poulet est prêt, rôti, etc., à point avec les pommes de terre. Bref, vous imaginez que c'est quelque chose qui montre que là, ça y est, il a les pouvoirs. Et donc, à partir de là, la cérémonie peut vraiment commencer. On peut venir, par exemple, toucher la personne qui est dépositaire de ce pouvoir et donc qui revêt ce masque pour avoir par exemple une guérison, pour avoir de l'abondance, de la chance ou quelque chose comme ça. Et je trouve cette question vraiment passionnante. Parce que je vous prends quelques exemples là, on pourrait en prendre plein d'autres, hein, de tricherie sacrée. Je prends cette dénomination de Jodorowsky, mais elle peut s'appeler différemment. J'ai eu cette discussion il y a quelque temps avec un chaman, quand on dit au bout d'un moment, bon, on va pas se tirer les cartes entre nous, comment tu perçois ton rôle. Et les chamans, quand on tombe le masque quelque part, ne comprennent pas pourquoi nous, on trouve que c'est un problème de faire un tour de magie. Euh, et je trouve ça passionnant parce que je crois qu'à la frontière de ça, avec l'hypnose, quand on crée des états de conscience modifiés et qu'on vient mobiliser un agent surnaturel, l'inconscient, avec la mode des ego states aujourd'hui, c'est l'enfant intérieur, c'est le parent intérieur, c'est autre chose, et ça pourrait être un animal totem ou encore autre chose, eh bien peut-être que c'est la même chose. Peut-être que quand on dit ton inconscient va lever ta main, ou une partie de toi fait que la main va se lever, eh bien peut-être que c'est exactement la même chose. Et quand tout à coup la main est collée sur la table pour dire à la personne, tu vois, il se passe vraiment quelque chose, eh bien c'est un tour de magie. Et peut-être que nous, on peut se raconter cette histoire qu'en fait, il n'y a pas de trucage puisque ce sont que nos mots qui créent les choses, mais on sait qu'on est quand même sur cette frontière-là. Bon, on le voit aujourd'hui avec le retour des mentalistes, hein. Les mentalistes, j'ai remarqué une chose, et même chez les hypnos, que beaucoup d'hypnos pensaient vraiment que les mentalistes apprenaient les micro-mouvements du visage ou la PNL pour lire les mensonges, ce qui évidemment est tout aussi faux que le magnétisme de Mesmer. Ce sont évidemment des magiciens comme les autres, avec des trucages comme les autres, très fins et très beaux souvent. Mais souvent, les mentalistes, et on a une longue tradition de ça, ont fait croire en des pouvoirs de médium, par exemple, pour ensuite pouvoir placer des suggestions. Parce que c'est ça qu'on peut retenir, c'est qu'après avoir eu un tour de magie, eh bien, notre suggestibilité augmente énormément. Donc c'est à la fois une question éthique. Je pense que c'est à peu près les mêmes débats qu'on pourrait avoir sur l'homéopathie. Est-ce qu'on cherche l'efficacité? Est-ce qu'on cherche l'éducation de l'autre? Est-ce qu'il y a un juste milieu? Moi, tout ça m'a ramené vraiment dans l'idée qu'avec l'hypnose, on arrive peut-être à un juste milieu qui est très beau, et
avoir regardé ça m'a donné encore la sensation de quelque chose d'encore plus noble dans l'hypnose. Et je trouve que c'est une discipline qui prend encore plus justement de valeur quand on a ça en tête. Voilà, je serais curieux en tout cas d'en parler avec vous sur votre perception de tout ça. Donc, comme je vous disais, bah, nous, quand on mobilise une partie interne, pour un anthropologue, on fait appel à un agent surnaturel. Je pense que c'est un vocabulaire qu'on pourrait avoir un peu entre nous, mais à peut-être ne pas dire avec un client. Les agents surnaturels passent toujours par des inducteurs, mais évidemment, c'est sans doute aussi ça qui fait que l'utilisation des psychotropes est très utile et très commune dans tous les pays pour lesquels c'est quelque chose qui est accessible. Bon, ça l'a été dans nos cultures, hein, même dans la culture grecque antique, on commence à avoir pas mal d'éléments sur ça. Dans certains rituels, en tout cas, ça semblait être utilisé. Mais on pense évidemment à tout ce qui se passe en Amérique centrale et en Amérique du Sud, puisque que ça soit une induction hypnotique ou une substance particulière, ça va mettre plus facilement encore la personne en lien avec un agent surnaturel, de l'involontaire et la sensation que l'acte qui a ouvert la brèche de quelque chose de nouveau et de non naturel pourrait être celui aussi qui lui permet de changer. Sylvia Mancini distingue les agents surnaturels et les déréalisations. Déréalisation, ça va être peut-être dans un sens un peu différent de celui qu'on pourrait avoir en médecine, mais quand même simplement des espaces où les choses recommencent à bouger plus facilement. Que ce soit la perception du temps, la perception de l'espace, la perception du soi. Il y a quelque chose qui vient se déphaser un petit peu. Et peut-être que c'est toute cette tradition que nous, on a aussi en hypnose, de l'idée que les états de conscience modifiés sont autocorrecteurs quelque part. Ils viennent corriger naturellement quelque chose. Ils ouvrent un espace dans lequel on va pouvoir faire des nouvelles associations d'idées, des prises de conscience, changer de point de vue, sortir d'un état particulier, en mobilisant plusieurs outils. Eh bien, ça, c'est ce que les anthropologues peuvent appeler des éléments de déréalisation. Et pour eux, ça passe par trois étapes: unité, division du moi, des échanges entre les parties divisées du moi et réunification. C'est très intéressant parce que ça résume quand même une partie de la pensée moderne sur le travail thérapeutique. Cette idée qu'en fait, les rituels mobilisent une division du moi, de la dialogie, du dialogue entre ces parties, c'est quand même quelque chose qui est assez passionnant. Et au fond, on voit bien que c'est l'habillage qui change, puisque nous, on a une vision psychologique, donc on va dire à quelqu'un, une partie de toi parle à une autre partie de toi. Et puis, ben, dans d'autres traditions, on va dire, ton, ton, ton animal totem vient te parler, ou ton ancêtre vient te parler, voire plusieurs de tes ancêtres discutent ensemble devant toi, et puis tu vas peut-être en comprendre quelque chose. Euh, voilà un petit peu pour cette question de la mobilisation des agents surnaturels. Je trouve que ce qui est beau avec cette idée-là, c'est que on s'aperçoit qu'en fait, avec l'hypnose, on a une vision qui est moderne, qui est peut-être plus scientifique, mais surtout qui peut nous permettre d'accéder à une forme de code source des rituels. Et c'est ce que j'aimerais bien vous proposer dans cette dernière partie. Je vois en plus que j'ai pris déjà un peu plus de temps que ce que j'imaginais sur les premières parties, donc j'espère que vous êtes tous toujours avec moi. J'en profite pour vous dire que c'est toujours assez particulier de faire une conférence sans public, mais du coup, je vous imagine, vous êtes mes agents surnaturels qui venaient m'aider à continuer et à garder une cohérence. Euh, Deux choses par rapport au lien avec l'hypnose, même si on a déjà fait quelques-uns à ce stade. Nous, en hypnose, si on considère la séance d'hypnose comme une mobilisation de certains éléments rituels, on pourrait se dire qu'il y a énormément de liens. On va, si on reprend un petit peu la liste de tout ce qu'on fait dans une séance d'hypnose et qui semble commun avec ce que nous racontent les anthropologues, on a, nous, des inducteurs d'état de conscience modifiés. On a vu que il pouvait y avoir le faire comme si, il pouvait y avoir des plantes psychotropes, il pourrait y avoir du jeûne, il pourrait y avoir d'autres choses qu'on pourrait citer aussi. Nous, on va utiliser principalement le langage. De plus en plus, on remarque qu'en hypnose, on vient chercher de nouveaux inducteurs pour mobiliser peut-être d'autres états de conscience. Je pense par exemple aux techniques d'hyperventilation, techniques qui sont très anciennes, qu'on va retrouver dans certaines formes de yoga, par exemple, qu'on va retrouver dans les rituels balinés, mais qui ont été remises au goût du jour avec Stanislas Grof, avec Wim Hof, plus récemment même. Et aujourd'hui, en hypnose, bah, c'est des choses qu'on enseigne et qui sont très très intéressantes. Donc, on va mobiliser des inducteurs, différents inducteurs qui viennent créer des états particuliers de la conscience. On va créer de la division de l'unité du moi. On vient d'en parler un petit peu, donc je reviens pas trop là-dessus. On va mobiliser donc des agents surnaturels, inconscients, alliés, animaux totems, personnages qu'on va modéliser, personnages ressources.
qu'on va utiliser. Les PNListes, par exemple, sont très férus de protocoles dans lesquels on va mobiliser comme ça des entités particulières. Je pense à des protocoles de type SCORE et autres où il y a des entités qu'on va façonner pour qu'elles nous apprennent quelque chose. Euh, on va aussi créer des éléments de double attention. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été vu aussi dans les procédés rituels. Des éléments de juxtaposition, de double attention. Je suis à la fois ici et là-bas. Une partie de moi ici, une partie de moi est là-bas. Je fais des allers-retours entre les deux. Ce là-bas peut être le passé, ce là-bas peut être un autre monde, ce là-bas peut être le futur aussi dans certains cas. Et c'est des choses qu'on va retrouver dans pas mal de séances d'hypnose. On peut aussi mobiliser des actions répétitives. Euh, et on l'a vu tout à l'heure, il faut que ça soit répétitif, simple et facile à s'approprier, même pour avoir cet impact psychologique, le sentiment de maîtrise. Donc des phrases rituelles, des gestes rituels. Et si on prend un protocole, un rituel moderne, on pourrait penser au rituel d'EFT. Pour ceux qui connaissent l'EFT, plutôt pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, il s'agit de tapoter au rythme des points d'acupuncture à certains endroits du corps. Évidemment, cette question, est-ce que vraiment on tape des points d'acupuncture? Est-ce que ça a une efficacité? C'est une question qui fait pas mal polémique. Moi, je suis plutôt tenant du fait que le rituel me semble plus mobilisateur de changement dans l'EFT que l'explication énergétique qui en découle, mais je pense que c'est une histoire de croyance. En tout cas, on remarque que le fait de créer comme ça un circuit de tapotement que la personne va recréer, bah, ça a plusieurs actions intéressantes possibles. Déjà, l'autocontact peut être quelque chose d'intéressant, mais surtout le fait de le répéter et de lui attribuer une fonction va être quelque chose d'intéressant. Euh, on va remarquer aussi, on pourrait citer les mantras hein, sur tout ce qui est pratique répétitive aussi. On pourrait prendre plein d'autres exemples. Dans le zen aussi, on va retrouver pas mal de pratiques répétitives dans certains types de méditation. C'est des choses qui reviennent assez souvent. Un élément qui revient dans beaucoup de rituels et qu'on va retrouver aussi dans certains protocoles modernes d'hypnose, c'est ce qu'on pourrait appeler la mobilisation de paires d'opposés. Deux parties qui s'affrontent. Ces parties, ça peut être des personnages, des archétypes, ça peut être des valeurs. Vous voyez, le couple liberté-sécurité, par exemple, qui va s'affronter. Eh bien, dans beaucoup de rituels, on va personnifier ces parties, on va leur donner un, voilà, un corps, on va leur donner un caractère. On pourrait penser aux anges et aux démons, quoi, grosso modo, qui vont s'opposer, jusque dans les dessins animés pour enfants, où un personnage pourrait avoir un petit ange sur une épaule, un petit démon sur l'autre, et puis ils vont évidemment se chamailler un petit peu. Euh, dans cette mobilisation de paires d'opposés, on va s'apercevoir que ça cristallise souvent des problématiques de personnes et les rituels ont tendance à essayer de trouver des points de rencontre entre ces paires d'opposés. Euh, et ce que je voulais vous proposer par rapport à ça, eh bien, c'est de voir aussi quels sont les éléments des rituels qu'on a tendance à pas trop utiliser en hypnose, mais qu'on pourrait aussi ramener dans nos séances d'hypnose. Et là, ça va poser quelques questions. Faites votre marché peut-être avec ce qui vous intéresse de ça, ou peut-être évidemment que c'est des choses que vous faites déjà. Euh, la première, on pourrait se poser la question d'ajouter des règles strictes, un cadre très fortement posé dans un espace de consultation. Quand on a travaillé sur la question des rituels, c'est vraiment un élément qui revenait assez souvent, et on est plusieurs à avoir testé justement le fait de sur-ritualiser dans le sens réglé, de manière assez stricte et codifiée, la séance, aussi bien dans la manière de l'expliquer pour générer des attentes, pour générer des projections. On l'a vu tout à l'heure, il faut que le rituel soit porteur de sens avec un cadre parfois très fortement posé et vraiment avec des règles à suivre. Et bon, il faut aimer ça en tant que praticien. Moi, c'est par exemple une pratique qui est assez étrangère à ma façon de fonctionner, qui est plus créative que ça. Mais je dois reconnaître quand même que pour l'avoir pas mal utilisé pendant un temps donné, c'est quelque chose qui semble très très sécurisant quand on a des gens assez anxieux. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement aidant, en tout cas de cadrer à ce point-là. Euh, on pourrait se poser aussi la question de générer un discours qui va proposer une explication qui va mobiliser des croyances chez une personne. On l'a vu tout à l'heure, Gassner, c'était les esprits, parce que c'est la croyance dominante. Mesmer, c'est le magnétisme, parce que c'est un siècle un peu différent avec de la recherche scientifique. Aujourd'hui, on parle de quantique. Je vais prendre un autre exemple. Dans les rituels modernes, on pourrait se dire qu'il y a les protocoles de type EMDR. Je prends cet exemple parce qu'il est intéressant à plusieurs niveaux au niveau rituel. Euh, quand le MDR a été créé, il y avait une hypothèse qui était que ces mouvements latéraux des yeux, à un certain rythme et d'une certaine façon, devaient pouvoir être un facteur de digestion émotionnelle, pour faire simple. La croyance était forte puisque bah, c'est même le nom de la technique, hein, c'est évidemment le sigle MDR part de ça.
Et puis on s'est aperçu avec la recherche qu'en fait ces mouvements latéraux, cette stimulation bilatérale ne semblait pas être le critère d'efficacité de MDR. Ça, c'est quelque chose toujours et on le sait, hein, les gens qui ne connaissent pas l'hypnose ont beaucoup de mal à comprendre la différence entre un protocole est efficace et la raison pour laquelle il est efficace n'est peut-être pas celle qu'on imagine. Imposer les mains, ça marche. Est-ce que c'est forcément parce qu'il y a un fluide? Bon, des études statistiques montrent que a priori, ça marche aussi bien qu'une personne soit magnétiseur ou non. Est-ce que l'exorcisme, ça marche? Et je pense que ça marcherait toujours, mais sans doute plus avec des gens pour qui c'est la croyance actuelle. Donc les protocoles d'exorcisme sont encore très opérationnels aujourd'hui. En fait, la question, c'est la croyance. Peut-être que la force de l'EMDR, quand on explique à quelqu'un qu'il y a un cerveau droit, un cerveau gauche ou des choses comme ça, c'est que ça paraît scientifique. Et que même si aujourd'hui on sait que cerveau droit et cerveau gauche, on est plus de l'ordre du neuromythe ou en tout cas de la très grande déformation avec la vulgarisation, eh bien peut-être que ça correspond à la croyance de quelqu'un. Donc peut-être que quelquefois on peut se demander, c'est quoi la croyance de quelqu'un? Quelle histoire je peux lui fournir pour que ça corresponde à sa croyance et que l'outil que je viens mobiliser après soit teinté de la croyance de la personne. Ça, c'est quelque chose qui viendrait renforcer évidemment les faits rituels. Dans les rituels, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup d'étapes et ça pose question sur nos séances d'hypnose. Et on a testé notamment avec ce regard-là l'idée de fractionner les séances, non plus en truc un peu classique, petite discussion, anamnèse, induction et puis après phase de travail, mais plusieurs mini-séances dans la séance où à chaque fois il y a un élément de réussite du sujet avec un élément émotionnel qui vient valider sa réussite. Et on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt bien, comme dans pas mal de rituels où chaque étape est validée et chaque étape amène un sentiment. Donc c'est quelque chose qui peut être plutôt bon, je pense, à utiliser, en tout cas dans certains cas. On a remarqué aussi dans les rituels que l'évaluation régulière est une chose importante, du type body scan, par exemple. On vient valider aussi le ressenti subjectif de quelqu'un à différentes étapes, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut reprendre des rituels pour les mettre dans nos séances d'hypnose. L'utilisation d'objets rituels, on pourrait dire que c'est assez compliqué en hypnose parce que ce serait quoi nos objets rituels? Et on va vite être dans la caricature si on a un pendule ou si on a quelque chose comme ça. Mais on s'aperçoit que demander à la personne d'apporter un objet, faire raconter une histoire à cet objet, venir l'enterrer quelque part à la fin d'une séance ou d'un accompagnement, eh bien tout ça aussi vient renforcer peut-être l'impact rituel. Élément sur lequel je voulais aussi poser question, c'est la question de la confusion. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un des éléments qui semble être efficace dans les rituels, c'est ce qu'on appelle les causalités opaques. Je fais quelque chose sans très bien savoir pourquoi, voire même j'accomplis quelque chose qui me met dans une certaine confusion parce que je n'y attribue pas tout de suite du sens. Et c'est un moment où les gens ont vraiment l'idée qu'ils accomplissent quelque chose de très spécial, en fait, parce que justement, le sens est très symbolique. On s'aperçoit que quand les gens accomplissent quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils finissent par y attribuer du sens, mais après coup. Et on le voit dans les prescriptions de tâches ericksoniennes, par exemple, ça, ou dans son utilisation de la confusion. Erickson avait tendance à créer de la causalité opaque, à créer des états de confusion dans lesquels les gens ne savaient plus très bien pourquoi ils faisaient quelque chose. Et en fait, je sais que c'est quelque chose qui est parfois assez discuté en hypnose. Il y a des tenants de la confusion, des tenants de ne pas utiliser la confusion. Je pense évidemment que les deux ont des arguments valables et intéressants. En tout cas, du point de vue des anthropologues, il semblerait que les utilisations de la confusion soient très intéressantes au niveau de l'efficacité rituelle. Et puis on revient sur cette idée, je voulais terminer par celle-là, des actes magiques. Les actes magiques ou la tricherie sacrée, ou en tout cas tout ce qui va pouvoir permettre à un moment donné l'étonnement ou l'émerveillement de quelqu'un. Euh, moi, j'avais appris la magie au début pour faire des tours de magie aux enfants que je recevais en consultation, parce que j'ai remarqué que ça, une fois qu'ils étaient émerveillés par un petit tour de magie et que je leur disais après, bah, maintenant on va faire de l'hypnose, évidemment leur attention était captive et l'expérience hypnotique pouvait se passer très très bien. Et bien, de la même façon, on pourrait se poser la question, à quel niveau on est capable d'utiliser des actes magiques, à quel niveau on est capable d'utiliser ça, à quel niveau il va y avoir une frontière éthique aussi. Et là, ce serait vraiment un débat qu'on pourrait avoir un débat assez riche, je pense. Et comme tout débat, il apporterait sans doute pas mal d'éléments pour, d'éléments contre sur cette question-là, mais je pense que ça serait en tout cas une réflexion à vraiment approfondir. Peut-être pour terminer cette conférence, il y aura encore plein de choses à dire et en même temps, on arrive à la fin de cette heure qui était consacrée à cette question du rituel. Et si on considère qu'une conférence est aussi un rituel, on va arriver à la dernière étape du rituel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si on avait une vision un peu forte de tout ça, peut-être que l'hypnose n'est qu'un rituel. Peut-être que les inductions ne fonctionnent pas parce qu'elles sont des inductions, mais parce qu'elles mettent en place des dispositifs rituels. Et peut-être qu'en voulant
que dans notre société où on s'est coupé un petit peu des rituels, euh, on a perdu quelque chose, on a perdu certaines fonctions, certaines possibilités, et qu'avec l'hypnose, on est peut-être capable de se les réapproprier de manière non dogmatique. Je pense que c'est à cet endroit-là, en tout cas, qu'on peut être avec l'hypnose. J'ai fortement, en tout cas, cette intuition que l'hypnose nous permet de comprendre le code source de ces éléments-là. Les anthropologues nous ont apporté une lecture assez fine de tout ce qui se passe dans les rituels. Et nous, on a la capacité de mobiliser ces éléments-là dans quelque chose qui est une sorte de rituel profane, de rituel laïque, on pourrait dire, en conservant l'efficacité, ou en tout cas une grande partie de l'efficacité. Je dis une grande partie parce que il semble en tout cas que quand un, un rituel est nouveau pour quelqu'un, il est peut-être un peu moins de force que quand il est ancré dans une tradition et qu'on connaît ce rituel depuis tout petit. Mais je pense qu'on peut quand même approcher d'une fonction rituelle. Et si on considère ça, alors ça repense notre positionnement, notre rôle, ça repense notre capacité à mobiliser peut-être certains outils particuliers, la manière dont on fait nos inductions, la manière dont on protocolise aussi. Et j'espère en tout cas que bah, ces quelques éléments sur les rituels amèneront des réflexions sur tout ça. Je vous l'ai dit au début, j'ai pas parlé des mythes. Il y a un élément simplement pour ceux qui veulent aller du côté des mythes aussi, et peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, c'est le travail de Joseph Campbell sur le voyage du héros qui va montrer comment, dans énormément de mythes, on va retrouver certaines étapes qui vont se retrouver, une douzaine d'étapes, en tout cas, qu'il a pu mettre en avant. Son grand livre s'appelle Le héros aux mille visages. Et je vous invite vraiment à regarder ça. On va retrouver des éléments rituels évidemment très forts dans son travail, mais on va aussi voir comment les mythes justement mobilisent les éléments rituels. Ça, c'est pour une petite ouverture pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. On arrive à la fin de ce moment. J'espère que vous avez été stimulé par certaines de ces idées au moins. J'aurai un grand plaisir d'en parler avec vous si on a l'occasion de se croiser. Merci Olivier, et je vous souhaite à tous et à toutes un très très beau congrès et peut-être à bientôt pour ritualiser quelque chose lors d'une conversation.